Il est 16h45, soyez les bienvenus dans le grand dossier. L'Iran est en train de s'effondrer, il nous supplie de rouvrir le détroit d'Ormuz. Donald Trump l'assure, lui qui vient de refuser la toute dernière proposition du régime pour libérer ce détroit stratégique. Le président américain fait ce constat au 60e jour de guerre face à ses conseillers. Les dirigeants iraniens ne comprennent que les bombes. Poussé par ceux qu'on surnomme les faucons, les partisans d'une action armée, Trump se prépare à une reprise des bombardements. Un 4e porte-avions va-t-il rejoindre l'armada au Moyen-Orient? Regardez, le porte-avions nucléaire américain, l'USS Dwight Eisenhower, a terminé ses essais en mer et préparerait son prochain déploiement. Jamais les Américains n'avaient déployé une telle force de frappe depuis la guerre en Irak en 2003. Donald Trump qui veut porter un coup fatal à l'Iran, à Ormuz, grâce à son barrage naval. L'Iran empêché d'exporter son pétrole. Des images satellites révèlent un embouteillage des tankers iraniens qui montrent que le blocus américain emprisonne les pétroliers iraniens immobilisés au large de l'île de Karg. Vous voyez, tous ces silos sont pleins et doivent être écoulés. Si Téhéran se retrouve contraint de fermer des champs pétroliers, les dégâts seront irréversibles, s'accordent tous les experts. Nous partirons en Iran, aux États-Unis, au Qatar, pour vous raconter ce qui se passe sur le terrain grâce à toutes les équipes déployées à travers le monde. Iran, Trump forcé de repartir en guerre, c'est la question du grand dossier ce soir. Retrouvons en direct notre correspondante à la Maison-Blanche, Sonia Dridi. Bonsoir Sonia. C'est un président frustré et mécontent qui constate que les négociations sont dans l'impasse et que le conflit militaire semble inévitable. Oui, Donald Trump qui, hier, ici à la Maison-Blanche, dans la Situation Room, donc la salle de crise, a réuni son conseil de sécurité et selon le New York Times, eh bien, il aurait dit à ses conseillers qu'il n'était pas satisfait de la dernière proposition iranienne qui propose de rouvrir le détroit d'Ormuz si les États-Unis lèvent le blocus naval et dans un deuxième temps seulement de parler de la question nucléaire. Selon Axios, des conseillers ont déclaré bien que Donald Trump ne voulait pas repousser cette question du nucléaire, qui est vraiment l'une de ses priorités. Il a beaucoup justifié cette guerre en assurant aux Américains qu'il ne voulait pas, il voulait éviter que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire. Et eh bien, il y a quelques instants, il a publié ce message sur son réseau social Truth en disant les Iraniens nous ont demandé de rouvrir le détroit d'Ormuz dès que possible. Leur État est en train de s'effondrer. Donc un Donald Trump qui veut montrer qu'il a toujours le contrôle de la situation, que c'est lui qui a les cartes en main, même si on sent en effet beaucoup de frustration et encore de l'hésitation sur la marche à suivre, poursuite des tentatives de négociation ou reprise des hostilités. Merci beaucoup Sonia Dridi, en direct ce soir de la Maison-Blanche, notre correspondante aux États-Unis pour tout décrypter, comprendre ce qui se joue en ce moment. J'ai le plaisir d'accueillir dans le grand dossier le colonel Pierre de Jong. Bonjour. Bonjour colonel, consultant défense géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour. Notre spécialiste des questions internationales sur LCI, Marc Semo, bonjour. Bonjour. Journaliste également spécialiste des questions étrangères, collaborateur au Monde et à Challenge. Et Christian de Boissieu, bonjour. Bonjour. Vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite d'économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donald Trump est donc prêt à repartir en guerre, actant l'inflexibilité du régime iranien qui refuse de négocier. Nous verrons que le président américain prépare le retour des bombardements et mise aussi sur son blocus naval qui est en train d'étrangler l'Iran. Il se félicite de susciter la peur dans le camp ennemi avec ce message posté sur Truth Social. L'Iran vient de nous informer qu'ils sont dans un état d'effondrement. Il nous demande d'ouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible. Je pense qu'ils vont trouver une direction, ils y ont intérêt. Alors regardons précisément
Comment ce blocus étouffe Téhéran? Carte à l'appui avec vous, colonel Pierre de Jong. On va voir sur une première carte l'itinéraire que sont censés emprunter les pétroliers iraniens. Alors, on va s'arrêter d'abord sur l'île de Karg, qui est tout au nord du détroit. L'île de Karg, pourquoi? Car c'est le plus grand terminal pétrolier de l'Iran qui assure 90% des exportations de brut. C'est le point névralgique de l'industrie pétrolière de l'Iran. Donc, la plupart des pétroliers empruntent ce trajet, passe par le détroit d'Ormuz, et le problème, c'est que depuis le blocus naval imposé par les Américains, ils ne peuvent pas aller plus loin. Alors, regardez sur une deuxième carte cette photographie prise il y a 2 jours et diffusée par la société de renseignement maritime Windward, qui montre 2 pétroliers. Alors, ils sont représentés ici, les images sont floues, elles sont très loin. Voilà. Voici les 2 pétroliers qui sont représentés de part et d'autre de l'île de Karg, où on voit tous ces petits silos qui sont remplis. Et donc ces pétroliers d'une capacité combinée de 3 millions de barils sont en train de charger au quai est et quai ouest de l'île de Karg. On comprend bien, colonel, l'enjeu de ce grand terminal pétrolier, car tous ces silos doivent être vidés, mais ces pétroliers-là, ils ne vont pas pouvoir bouger. D'abord, les pétroliers sont en général assez vieux. Faut savoir que l'Iran est en train de récupérer des vieux pétroliers, des vieux réservoirs, en fait, pour les remplir, parce qu'en fait, il faut impérativement stocker, puisque la production continue comme avant. Alors, j'imagine qu'ils ont baissé. Ceci étant dit, on peut pas arrêter les puits, donc il faut que le pétrole sorte. Donc, on va les stocker quelque part. Donc il y a ce qui était prévu initialement. Donc, vous avez ces réservoirs qui existent. Puis maintenant, il y a ce qu'on appelle des réservoirs de circonstance avec des vieux pétroliers. Premier point. Deuxième point, les navires qui veulent acheter du pétrole iranien, ce qui est le cas actuellement, les bâtiments chinois, par exemple, ils vont venir, ils s'approvisionnent, ils vont ressortir. Le problème, c'est qu'ils vont être arrêtés par par le blocus américain. Alors, les bateaux chinois, on sait qu'il y a une petite variation, sachant qu'il y a en gros 30 bateaux qui sont passés. Mais enfin, c'est rien, 30 bateaux depuis 2 mois. En fait, c'est 30 bateaux par jour. Vous savez que par an, ils passent 27 000 bateaux par Hormuz. Donc, si vous voulez, c'est pas les 30 bateaux qui sont passés qui vont changer la trajectoire. Ceci explique pourquoi, aujourd'hui, vous avez une vraie problématique de stockage de ce carburant. Et si on le stocke, il va rester là. Une fois que tout est plein, une fois qu'on a rempli les gourdes et les bouteilles et les jerrycans qui traînent encore en Iran, à partir de là, il faudra, arrêter l'extraction. Et ça pose un autre problème technique qui fait que lorsqu'on arrête d'extraire, vous avez un problème, c'est que vous avez plus la pression du pétrole, et donc vous avez un remplacement par de l'eau, etc., etc. Donc le puits, il faut le réaménager. On met plusieurs mois, en fait, pour le réactiver, comme on dit. On peut voir sur la 3e carte, là on voit de manière plus précise tous les silos qui se trouvent sur l'île de Karg. On voit bien que l'enjeu il est énorme. Alors jusqu'ici le régime iranien il se targue de pouvoir écouler le pétrole avec des tankers flottants, mais il n'y a pas un nombre infini de bateaux qui peuvent patienter au large de l'île de Karg. Sachant que la capacité de stockage des Iraniens, en gros 2,5 millions de barils. La production annuelle, journalière de l'Iran, 6e producteur mondial de pétrole, c'est approximativement 4,5 millions de barils. Donc on voit qu'il y a une surproduction de 2 quelque part. Donc si ça part pas, il faut bien mettre quelque part. Donc c'est colossal. Donc on voit bien qu'il y a une vraie problématique, d'où les messages qui ont été envoyés par les Iraniens en disant on a un problème entre 10 et 22 jours. Dans les 3 semaines qui arrivent, on a un vrai problème. Et là, message reçu fort et clair par Trump, qui a compris qu'il y avait une vraie problématique. D'où la transformation du nom de l'opération qui est passé, je vous rappelle, d'Epic Fury en Economic Fury. Donc on est vraiment sur un autre modèle. C'est pour ça que la problématique militaire, elle ne sert qu'à créer une ambiance générale, mais le vrai sujet aujourd'hui, il est là. Et une dernière question, colonel, carte à l'appui. On a représenté les îles stratégiques. Alors, l'île de Karg, évidemment. Il y a aussi l'île de Keshm, qui est la plus grande île du Golfe Persique, et l'île Arak, qui abrite une base militaire des gardiens de la Révolution. Quelle que soit l'île ou l'endroit d'où partent ces pétroliers, le problème sera le même.
Ah oui, bien évidemment, ça changerait du tout, puisque en fait, vous avez concrètement, il y a deux blocus. Un blocus, je dirais, sur le détroit d'Ormuz, qui est effectué, qui est mis en place par les Iraniens, avec une capacité de rétorsion sur les bateaux qui passent, avec des petites vedettes rapides. Donc il y a un vrai danger, plus les mines. Ça, c'est encore un autre sujet, un énorme point d'interrogation que personne ne peut résoudre. On pense qu'il y en a, d'autant que lorsqu'on dit qu'il y a des mines, c'est qu'il y en a. On va pas discuter sur le sujet. Et ce qui est très intéressant avec les Américains, en tout cas, ce qui est très fort, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un dispositif dans la profondeur, inatteignable par les Iraniens. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les bateaux passent, puis à partir de là, s'ils transitent, alors certains arrivent à trouver des solutions avec le Pakistan. C'est parti des 30 bateaux qui sont passés, mais c'est rien par rapport à la quantité qui devrait passer théoriquement. Et donc ce dispositif dans la profondeur fait que les Américains, ils contactent les bateaux, ils ont de l'information, ils vont vérifier, et à ce moment-là, ils peuvent réguler, en tout cas bloquer. C'est ce qu'ils font actuellement. Donc vous avez un double blocus qui fait qu'en fait les Iraniens sont assez mal à l'aise avec ce système inatteignable quelque part. Et puis c'est l'armée américaine, c'est pas 3 petits bateaux qui se promènent, c'est des porte-avions, des gros bateaux, des avions et des hélicoptères. Donc tout ça, ça crée quand même une espèce d'environnement extrêmement fermé. Et donc je pense qu'encore une fois que la serrure, elle n'est pas prête de s'ouvrir. Merci colonel, c'est très clair. Grâce à vous, on comprend la force de l'enjeu. Christian de Boissieu, l'Iran, qui est donc le 6e exportateur de pétrole au monde, ne peut plus écoler son stock. Lui, dont la production dépasse les 4 millions de barils par jour, est-il au bord de l'asphyxie? En tout cas, moi, je veux dire, la situation me paraît grave parce que ils peuvent plus l'exporter, ils peuvent plus importer non plus. Je veux dire, et donc il y a un vrai risque pour la population iranienne, bien au-delà des gouvernants. Et je veux dire, le paradoxe de tout ça, c'est qu'aujourd'hui les Iraniens demandent la levée du blocus du détroit d'Ormuz, et c'est eux qui l'ont au départ introduit. La réponse, le blocus américain est la réponse au blocus iranien. Donc, ils sont pris à leur propre piège. Peut-être qu'ils ont sous-estimé du côté iranien les conséquences économiques de la riposte américaine. Et moi, je pense qu'il faut quand même, en tenant compte du risque, je reviens, le risque énorme sur la population iranienne, les biens de première nécessité vont plus pouvoir rentrer. Alors, ils vont rentrer par le continent. Il faut voir ce qui peut rentrer par le continent pour compenser ce qui viendra plus du côté de l'eau, de la mer et du détroit. Mais moi, je suis très inquiet pour la population iranienne et je pense qu'il faudrait quand même, au plan des négociations, qu'on arrive à trouver une solution. Je résume ce que vous avez dit vous-même au début, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre une approche américaine au fond, qui veut globaliser la négociation en disant on ne peut pas séparer dans le temps la réouverture du détroit d'Ormuz et le débat sur le nucléaire, et d'autre part les Iraniens qui sont en train de jouer le jeu d'une approche séquentielle. On lève le détroit d'Ormuz d'un commun accord entre les Iraniens et les Américains, puis ensuite on ne sait pas quel horizon. Et je crois que c'est là que les Américains coincent, parce qu'ils veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. Marc Semo. Oui, si on arrive à cette situation du séquentiel, c'est-à-dire qui est le plan proposé par les Iraniens, première phase, on rétablit un peu de confiance, cessation des hostilités et ouverture à la fois du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain, et ensuite le nucléaire pour après. Mais c'est d'une certaine façon un retour à la case départ. Et pour le moment, effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, les Iraniens ont été prêts à leur propre piège. Ils pensaient, avec le blocage du détroit d'Ormuz, avoir l'arme fantastique, encore mieux que la dissuasion nucléaire, puisqu'ils prenaient à la gorge l'économie mondiale, et en plus, il n'y a rien de... C'est quelque chose qu'on peut parfaitement doser, qui est réversible, etc. Ils ont été pris à leur propre piège par la décision américaine de faire le contre-blocus, et maintenant, dans cette espèce de statut extrêmement bizarre de ni paix ni guerre, les deux, aussi bien Donald Trump d'un côté que les Iraniens de l'autre, ont des impératifs de temps. Donald Trump doit référer au Congrès sur cette opération. Il y a les élections de mi-terme en novembre. Il y a le prix du baril qui monte, la pression des alliés, etc., etc. Mais les Iraniens sont réellement pris maintenant à la gorge, aussi bien sur leurs exportations, avec le risque de l'effondrement de toute leur industrie pétrolière, et de l'autre, effectivement, plus rien ne rentre. Donc là-dessus, Economic Fury se révèle extrêmement efficace, même si effectivement, il faudra un peu plus de temps pour qu'elle prenne toutes ces dimensions. Et Magali Martès, on voit donc l'efficacité du blocus américain.
Oui, c'est la raison pour laquelle Donald Trump a aucun intérêt à séquencer les dossiers, parce qu'évidemment, c'est une carte aujourd'hui majeure dans son jeu pour essayer d'étouffer ce régime iranien et peut-être essayer d'obtenir justement par ce blocus économique ce qu'il n'a pas réussi à obtenir uniquement par des frappes militaires. Trump est manifestement convaincu, et quand on lit le dernier message qu'il vient d'envoyer aujourd'hui, ça se confirme qu'en effet, tout ça est en train de fonctionner. Il a dit sur un média américain ces dernières heures, quand d'énormes quantités de pétrole circulent dans votre système et que tout à coup une canalisation est bouchée, ben, qu'est-ce qui se passe ? Le système explose de l'intérieur. Et visiblement, c'est exactement le calcul qu'il essaye de faire. La question, c'est combien de temps ? Parce que lui, dans cette même interview, a l'air de parler de quelques jours. Oui. Ça serait plutôt davantage quelques semaines, quand même. C'est là où il y a quand même deux déterminations qui s'affrontent entre les Américains, qui sont quand même mis sous pression par tous les pays de la planète, qui sont pris en otage par cette fermeture de Détroit, et l'Iran qui cherche à tenir coûte que coûte. Mais justement, j'allais rebondir avec vous, Christian de Boissieu. Est-ce vraiment une question de jours ? Je pense que le temps est fondamental des deux côtés. Il joue. Alors, je sais pas pour qui il joue, parce qu'on peut faire des raisonnements dans tous les sens. Mais je reviens sur un point, c'est que Trump donne l'impression aujourd'hui d'avoir un peu les cartes en main. Sauf que, ça rejoint le débat sur le contexte économique et politique américain. L'inflation, avant même ces derniers événements, l'inflation a commencé à monter un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Au mois de mars, c'est un chiffre qui m'a frappé, l'inflation américaine est à 3,3% en rythme annuel. En février, elle était à 2,4. Il y a un point, et un point de plus d'un mois à l'autre, de février à mars, sur un rythme annuel. Et là, avec ce qui se passe, les prix du pétrole se tendent à nouveau, puisque vous avez des phénomènes quantitatifs. La quantité de pétrole disponible baisse, vous l'avez tous dit, et des phénomènes d'anticipation des marchés qui jouent dans l'autre sens. Donc, ce que j'en conclus, c'est que on a l'impression que Trump a le temps, alors que les Iraniens ont un peu le couteau sous la gorge. Mais je pense quand même que Trump, il n'a pas complètement le temps, parce que l'inflation américaine va continuer à s'accélérer dans les semaines qui viennent, et les mi-termes de novembre vont jouer en grande partie, sur le contexte économique américain. Marc. Le problème de Trump, c'est aussi, pour paraphraser une célèbre phrase, l'Iran, quel numéro de téléphone ? C'est-à-dire qui, aujourd'hui, en Iran, peut réellement prendre une décision ? Parce que ce qu'on voit, malgré le régime qui affiche, et ses propagandistes, on est unis, etc., on voit évidemment les fêlures. On voit très bien, d'un côté, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, grand spécialiste qui avait été dans les négociations sur le nucléaire, qui sait où il va, qui fait une tournée, qui va à Moscou, donc avec une vision quand même de comment on pourrait négocier. Mohamed Bagr Khalibaf, le président du Parlement, pareil, c'est un ancien gardien de la Révolution, un ancien pilote de guerre, un ancien maire de Téhéran. C'est un homme très dur, mais en même temps, autant il est dur sur la politique intérieure, il est beaucoup plus apparemment ouvert pour des négociations. Et de l'autre, il y a les durs qui ne veulent absolument rien céder. Et le problème aujourd'hui, c'est effectivement, d'où la petite phrase de Trump à la fin de son message, où il ironise sur ces divisions, il y a cette réalité qui complique encore un peu plus la donne. On est vraiment rentré dans la guerre du pétrole. Rappelez-vous, il y a 2 mois, on disait la guerre du pétrole, après on a pensé à Hormuz, après on envoyait des bombardements. On a oublié, à part la montée du prix du baril, mais on avait oublié à quel point c'était une guerre du pétrole. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, que je sache, les Émirats viennent d'annoncer qu'ils quittent l'OPEP. Oui, c'est un truc incroyable. Je veux dire que vous avez donc un pays qui est producteur, qui est 4e ou 5e ou 6e producteur, non 7e producteur mondial, je crois autour des 4 millions, 3,5 millions de barils par jour. Donc ils annoncent qu'ils quittent. Pourquoi ? Parce qu'en fait le système ne convient pas. Donc c'est le système de régulation des prix, le système de production, de quantité de produits à mettre sur le marché. On voit qu'ils s'autonomisent. Ça veut dire quoi ? Ils vont baisser les prix. Ils vont essayer de vendre leurs produits pas
pas plus que le prix du baril, mais un peu moins, pour en avoir plus, puis en produire davantage, trouver d'autres systèmes, etc., etc. Donc on voit que cette guerre du pétrole va amener naturellement peut-être une forme d'autonomisation des différents producteurs de pétrole. Et une recomposition, je pense. Complètement, absolument. Des alliances ou des coopérations. Et les Iraniens sont mal placés parce qu'ils ne sont que 5e ou 6e producteur avec 4,5 millions de barils, ce qui en fait rien. Les Américains en produisent 20, les Chinois en produisent 5, l'Arabie Saoudite en produit 10. Ça veut dire que très concrètement, en fait, les Iraniens sont sur un très bon chiffre, mais c'est pas le premier producteur. Et quand on fait l'ensemble de la production de pétrole, ils n'ont que 4,5 millions de barils par jour, quoi. Point final. Partons au Qatar retrouver nos envoyés spéciaux Célia Djoufredi et Arthur Grolet. Vous êtes en direct de Doha, le golfe Persique loin derrière vous. Bonjour Célia. Dans le détroit d'Ormuz, le régime iranien, face à Trump, veut désormais imposer des droits de passage en rial. C'est la monnaie locale. Oui, absolument. Cela fait partie d'un projet de loi qui a été proposé hier soir par des hauts responsables iraniens, où donc cela stipule qu'il y aurait une instauration d'un droit de passage. Alors pour le moment, on ne sait ni les modalités, ni même le montant de cette taxe, mais ce que l'on sait, c'est qu'il faudra donc payer en monnaie locale, en rial iranien, et que tous les navires qui essaieront donc de passer par le détroit d'Ormuz devront s'acquitter de cette taxe. Mais dans ce projet de loi, il y a d'autres volets, comme celui où l'Iran aurait l'exclusivité du contrôle du détroit d'Ormuz, et enfin un dernier volet sur les navires hostiles. Et là, l'Iran est assez explicite. Il n'y aura aucun navire israélien qui pourra passer ce détroit d'Ormuz. Alors vous le comprenez, la situation, elle se cristallise autour du détroit d'Ormuz. L'Iran n'en démord pas, alors que de l'autre côté, en ce moment même et jusqu'à demain, un sommet extraordinaire est en train de se tenir avec tous les dirigeants des pays du Golfe, donc notamment le Qatar, pour essayer de trouver une solution et rouvrir au plus vite ce détroit d'Ormuz avant que la situation économique ne devienne trop critique. Merci beaucoup Célia Djoufredi et Arthur Grolet, nos envoyés spéciaux en direct de Doha. Est-ce que ce chantage au droit de passage, ça peut fonctionner, Christian de Boissieu ? Et moi, j'y crois pas. Il y a quelques semaines, les Iraniens avaient dit, pour contester le dollar, c'est une manière de contester les États-Unis, ils avaient dit on va faire payer en yuan, en devise chinoise. Oui. Et bon, là, le rial, je suis désolé de dire que le rial iranien, c'est plutôt une monnaie faible. Donc je suis pas sûr que ça soit nécessairement... mais ils avaient tenté la crypto aussi. Ils avaient tenté mais il veut dire tout ça... il va y avoir un vrai débat, mais je pense que c'est dans à partir du moment où les Iraniens demandent la réouverture du détroit, puisque c'est ce qu'ils demandent aux Américains, je pense qu'ils peuvent pas en même temps imposer des conditions sur les droits de douane. Ça me paraît un peu contradictoire. À mon avis, c'est aussi une façon d'essayer de montrer les muscles dans le cadre de la négociation aussi. Hein. C'est une provocation, ce projet de loi qui est en discussion au Parlement iranien. En fait, que disent les Iraniens aux Américains, c'est on a les moyens de privatiser en fait le détroit d'Ormuz et on ne reviendra jamais à la situation initiale. Mais c'est une façon de mettre évidemment la pression aussi sur les Américains pour qu'ils débloquent leur contre-blocus qui est en train de les exécuter. Ça peut jouer dans l'autre sens. Ça peut être un argument pour ne pas, du côté américain. Et en plus, c'est de la pure rodomondade, parce que là-dessus, à commencer par Oman, qui est l'autre pays riverain du détroit lui-même au sud, sans parler de tous les Européens, la France l'a encore rappelé par la voix du ministre des Affaires étrangères, etc., et sans même parler des alliés de l'Iran, que sont la Chine notamment, il est hors de question de privatiser cette voie de navigation internationale. Et donc là-dessus, l'Iran est totalement seul. C'est un dossier pour lui implaidable. Aussi bien vis-à-vis des Américains, pour qui c'est inacceptable, première puissance du monde, ils garantissent la liberté de navigation, que pour tous les autres. Donc là-dessus, l'Iran, au-delà de on bombe le torse, ne pourra là-dessus que céder. Mais je reviens sur un point, si vous permettez. Allez-y. C'est un argument pour que du côté américain, pour ne pas rouvrir, pour ne pas lâcher, avec les conséquences que j'évoquais au départ sur la population iranienne. C'est-à-dire que le gouvernement iranien est en train prend en otage sa population, de jouer contre sa population. Et ça, c'est pas nouveau. S'il avait montré le moindre intérêt pour sa population, 40 000 morts de répression au début janvier, c'est et une répression qui s'accélère encore aujourd'hui. Hein. Écoutez justement ce que dit le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur ce que
représente le détroit pour les Iraniens? La métaphore est très forte. Regardez ce qu'ils ont fait avec le détroit, c'est un excellent exemple. Le détroit est en quelque sorte l'équivalent d'une arme nucléaire économique qu'ils essayent d'utiliser contre le monde. Et ils s'en vantent, ils installent des panneaux d'affichage à Téhéran, se vantant de pouvoir prendre otage 25% ou 20% de l'énergie mondiale. Imaginez si ces mêmes personnes avaient accès à une arme nucléaire, elles prendraient toute la région en otage. Arme nucléaire de l'Iran sur le plan économique? Et qui se retourne contre eux. Ouais. Qui se retourne contre eux. Mais c'est une façon de remettre le mot nucléaire quand même dans l'esprit de l'opinion publique américaine. Je trouve que c'est assez intéressant cette façon qu'a le secrétaire d'État de reparler finalement de l'arme nucléaire elle-même. Alors là, il compare en effet Hormuz à une arme économique, mais c'est aussi une façon de dire, vous vous rendez compte que s'ils utilisent comme ça le détroit d'Hormuz, un jour ce régime iranien peut être capable de vraiment d'utiliser la bombe nucléaire. C'est une façon de montrer le danger que représente finalement le nucléaire, de le remettre au cœur de l'agenda de Donald Trump, parce qu'on sait que c'est là-dessus en fait qu'il n'arrive pas à avancer aujourd'hui sur cette question du nucléaire, puisque les Iraniens veulent en faire deux sujets séparés, Hormuz d'un côté, la question du nucléaire de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump a refusé la proposition iranienne sur le détroit d'Hormuz qui écartait la question de l'uranium enrichi. Donald Trump qui s'apprête à repartir en guerre. Accueillons dans ce débat une figure qui espérait que Donald Trump aille jusqu'au bout pour faire tomber le régime. Mayar Manchipour, bonsoir. Champion du monde de boxe français d'origine iranienne. Merci d'être avec nous dans le grand dossier. Votre parole est précieuse. On a envie de vous entendre à l'heure où Donald Trump s'apprête à repartir en guerre contre l'Iran, notamment en envoyant potentiellement un 4e porte-avions nucléaire au Moyen-Orient. Nous partirons aux États-Unis dans un instant. À tout de suite. Il est 17h19, vous êtes bien devant le grand dossier ce soir consacré à cette question. Iran, Trump est-il forcé de repartir en guerre? Ils ne comprennent que les bombes. Avoue Donald Trump face à ses conseillers. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de s'enliser dans une guerre froide et prépare une reprise des bombardements. Lui qui estime ce soir que l'Iran est en train de s'effondrer grâce au blocus naval qu'il a imposé dans le détroit d'Hormuz. Un 4e porte-avions va-t-il rejoindre l'armada américaine au Moyen-Orient? Peut-être l'USS Eisenhower, dont vous voyez les images, un bâtiment impressionnant, un porte-avions nucléaire. Pourquoi serait-il envoyé? Quelle serait sa mission? C'est ce que nous allons voir juste après l'essentiel de l'info à 17h20. À la une, un hommage national rendu ce matin au sergent Anissé Girardin dans son régiment de Suippes dans la Marne. Il avait 31 ans, il est décédé des suites de ses blessures dans une embuscade au sud Liban il y a 10 jours. La cérémonie était présidée par la ministre des Armées Catherine Vautrin. Anissé Girardin est le 3e militaire français tué dans ce conflit au Moyen-Orient. Ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de Manon Rolando, une agricultrice de 31 ans introuvable depuis un mois près de Nantes. Son conjoint a été interpellé en Algérie avec leur enfant de 15 mois. La fillette est saine et sauve. Les enquêteurs pensent que l'homme pourrait avoir tué sa compagne avant de s'enfuir. À 7, dans l'Hérault, un incendie impressionnant a provoqué la mort de 2 personnes, 2 jeunes hommes de 24 et 26 ans piégés dans leur appartement. 7 personnes ont été blessées. Le feu s'est déclaré dans leur logement, situé dans le centre historique de la ville. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. C'est le temps fort de la visite du roi Charles III et la reine Camilla aux États-Unis. Image en direct de la Maison-Blanche, reçue par Donald et Melania Trump. Le couple royal est invité à un dîner protocolaire à la Maison-Blanche. Charles III prononcera un discours devant le Congrès, une première depuis 1991. Cette visite calmera-t-elle les tensions entre les 2 pays sur la guerre en Iran? On se souvient des propos polémiques de Keir Starmer qui
qui estime que le président américain a entraîné le monde occidental dans une guerre extrêmement coûteuse. Le voyage du couple royal devrait durer 4 jours. Voilà pour l'essentiel de l'info à 17h22. Vous êtes bien devant le grand dossier qui se poursuit, grand dossier consacré à cette question ce soir. Iran, Trump est-il forcé de repartir en guerre ? Ils ne comprennent que les bombes, avoue Donald Trump devant ses conseillers. C'est ce que nous apprennent nos confrères d'Axios, journal américain très bien renseigné. Donald Trump qui se prépare à une reprise des bombardements. Un 4e porte-avions va-t-il rejoindre l'armada américaine au Moyen-Orient ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Le colonel Pierre de Jong, consultant défense géopolitique pour LCI. Marc Semo, journaliste spécialiste des questions étrangères, collaborateur au Monde et à Challenge. Maillard Monchipour, rebonsoir, champion du monde de boxe français d'origine iranienne. Votre regard sera précieux, comme celui de Magali Barthès, évidemment, spécialiste des relations internationales sur LCI. Partons tout de suite aux États-Unis. Retrouvez Sonia Dridi, notre correspondante à la Maison-Blanche, en direct de Washington ce soir. Rebonsoir Sonia. Le président américain pourrait donc envoyer un 4e porte-avions au Moyen-Orient. Oui, la marine américaine a déclaré vendredi que ce 4e porte-avions, l'USS Eisenhower, se rapprochait d'une nouvelle mission de déploiement. Il est actuellement basé au chantier naval de Norfolk en Virginie et selon la marine américaine, il a mené avec succès ses essais en mer et il y a donc des spéculations sur son possible déploiement au Moyen-Orient. C'est Forbes qui a indiqué qui a révélé cette information et selon Forbes, du coup, il pourrait remplacer un porte-avions qui est déjà sur place. Alors son déploiement au Moyen-Orient pourrait prendre 3 à 4 semaines. Donc pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, mais c'est une possibilité et cela alors on sent que Donald Trump et ses équipes préparent possiblement à reprendre les hostilités, même si là encore il n'y a pas de certitude. Donald Trump, la semaine dernière, selon des conseillers, semblait plutôt réticent à reprendre les hostilités. On sait que cette guerre est très impopulaire aux États-Unis, mais il a aussi déclaré à des conseillers, selon Axios, que les Iraniens ne comprenaient que les bombes. On sent vraiment un président frustré qui ne veut pas perdre la face. Et donc, on saura dans les prochains jours, sûrement dans les prochaines heures, ce que décide le président américain. Merci Sonia Dridi, notre correspondante à la Maison-Blanche en direct de Washington ce soir. Donald Trump pourrait envoyer un 4e porte-avions. Où précisément et quelle serait sa mission ? Allons plus loin avec vous, colonel Pierre de Jong. Cartes et images à l'appui. Donald Trump pourrait donc envoyer sur zone un autre super porte-avions de l'US Navy. Vous allez le voir. Image impressionnante de l'USS Dwight Eisenhower, 2e plus ancien porte-avions au service de l'US Navy, qui se rapprocherait d'un prochain déploiement. C'est ce qu'a annoncé il y a 3 jours seulement l'US Navy, un super porte-avions basé au chantier naval de Norfolk qui vient d'achever, Sonia nous le disait, avec succès ses essais en mer. Il est en service depuis 49 ans, d'une longueur, on va voir sa fiche d'identité, de plus de 330 mètres, en largeur, plus de 76 mètres. Colonel, qu'est-ce qui fait la particularité de ce bateau ? Pourquoi on envoie un porte-avions nucléaire et on peut revoir les images aussi impressionnantes ? Alors en fait, d'abord, les Américains en ont 11, quasiment du même format. Donc ils ont 11 porte-avions de 333 mètres de long. Donc c'est colossal. Sachant que sur un porte-avions, c'est quoi ? Un porte-avions, c'est une base aérienne qui se transporte sur l'eau. Et c'est fondamental. Donc dans ce porte-avions, vous avez globalement, alors les chiffres peuvent varier entre 60 et 90, aéronefs, quels qu'ils soient. Donc c'est considérable. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est un engin, un navire qui est armé. Il a des torpilles, il a des missiles, il est anti-aérien, il a même des missiles
missiles anti-navires, il peut se défendre. Mais de toute façon, lorsqu'il sort, il a une escorte, il a ce qu'on appelle un groupement naval autour de lui, avec au moins 2 ou 3 destroyers. Il a évidemment, un sous-marin d'attaque qui peut également tirer des missiles et des torpilles qui le protègent. Donc on ne sait pas où il est. Donc tout ça, c'est une armada qui va se transporter dans les semaines qui viennent en direction on ne sait pas très bien, puisqu'en fait, la marine ne l'a pas dit, c'est secret. On le saura en fonction de l'itinéraire. Mais encore une fois, ce sont des engins complètement incroyables. Le porte-avions nucléaire ne se déplace jamais tout seul. Et puis surtout que comme c'est nucléaire, il n'y a pas de carburant. Une fois qu'il roule, une fois qu'il navigue, il navigue tant qu'il faut. Le problème, le point faible de ces bâtiments, c'est l'équipage et le matériel qui va s'user. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a pas de carburant à mec, il n'y a pas des pleins à faire. Tout ça, ça marche tout seul. Donc c'est quasiment une forme d'éternité. Donc c'est une puissance incroyable. On peut avoir 3 ou 4 porte-avions, dans la région du Golfe, avec évidemment, les avions. Évidemment, vous avez des hommes à bord, donc 5000 hommes pour faire court. Puis rappelons-nous, il y a comme tout un système de marines autour, avec toute une série de bateaux amphibies. Donc vous avez comme une force extrêmement conséquente. Le fait qu'il y en ait un 4e qui arrive, c'est quand même assez significatif. Justement, colonel, on va rappeler qu'il y a déjà 3 porte-avions américains au Moyen-Orient. L'US Gerald Ford, on en a parlé parce qu'il y a eu justement des problèmes de ravitaillement. L'USS Abraham Lincoln, le premier dont on a beaucoup parlé. Et puis l'USS George Bush. Donc pourquoi envoyer un 4e porte-avions ? Alors il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, en fait, c'est qu'ils viennent en renforcement de ces 3-là. A priori, plutôt dans cette partie-là, j'imagine. Donc en fait, ils se renforceraient. Donc il y aurait 4 bâtiments ou 4 groupes aéronavals qui seraient positionnés entre la mer Rouge et puis l'océan Indien. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, sachant qu'il n'y a pas de faveur pour l'un ou pour l'autre, c'est juste le hasard. Le numéro 2, en fait, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Le Gerald Ford a eu pas mal de difficultés techniques. Il est en mer depuis plusieurs mois. Il a été autour du Venezuela. J'imagine que il n'y a pas d'éternité, même si ces moteurs sont quasiment éternels. Donc, une fois, les équipages se fatiguent, s'usent. Il y a eu des problèmes techniques, donc on peut imaginer que l'Eisenhower, parce qu'ils sont son petit surnom, IKE, Like, qui était le surnom d'Eisenhower, en fait, remplace éventuellement nombre pour nombre, remplace le Gerald Ford qui est installé actuellement dans la mer Rouge. Alors, l'Eisenhower pourrait mettre 3 à 4 semaines pour rejoindre les autres porte-avions au Moyen-Orient. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'itinéraire qu'il pourrait emprunter. Il y a 2 options, colonel. Dites-nous, alors l'option 1 par la Méditerranée, l'option 2 au large de l'Afrique. Quel est l'avantage et les inconvénients de ces 2 trajets potentiels ? Alors en fait, les 2 ont les avantages et les inconvénients. Oui. Alors le jaune, la partie nord, en fait, l'avantage c'est plus rapide. La trajectoire est beaucoup plus courte. Inconvénient, il y aura un embouteillage ici. Rappelez-vous la carte précédente. Oui. Vous avez le Gerald Ford. Donc là, vous aurez 2 porte-avions. Quand on connaît la mer Rouge, là un exemple, Bab el-Mandeb, c'est en gros 15 km de large. Donc, on pourrait coincer évidemment 2 porte-avions dans une nasse. À mon avis, c'est pas très jouable. Je le sens pas trop. Ceci étant dit, c'est plus rapide. Il peut y avoir des options. Et si il remplace le Gerald Ford, là, on peut imaginer qu'il attend en Méditerranée. Le Gerald Ford sort et après vous avez le Eisenhower qui rentre. Ça, c'est l'option numéro 1 qui me paraît crédible. La deuxième est aussi crédible parce qu'en fait, c'est une option, mais il passe par le sud. Et là, il va remplacer. Là, il passerait pas, à mon avis, par la mer Rouge, pour des raisons d'encombrement, pour faire court. C'est une mer extrêmement étroite, donc il passerait par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique et il rejoindrait l'armada dans l'océan Indien. Et là, il participerait éventuellement, si vous voulez, à des frappes sur Hormuz et sur l'Iran en fonction des ordres que Trump donnerait. Ceci étant dit, il faut voir une chose. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance, on le note avec un 4e porte-avions, etc. Oui. En fait, ça ne détermine pas une option. Il n'y a pas une décision qui est prise. Simplement, quand Trump voudra décider, il faut qu'il ait en place l'ensemble des moyens. Si on dit non chef, on va attendre 3 mois ou 2 mois pour envoyer un autre porte-avions, c'est pas comme ça que ça marche. Donc la planification fait qu'aujourd'hui, il prévoit une situation extrême, la plus haute possible, et il prépositionne en fait des moyens, et à partir de là, ils utiliseront ou pas. Et c'est Trump qui le décidera le moment venu. Merci, colonel Pierre de Jonc, c'est très clair. On poursuit ce débat avec vous en plateau. Magali Barthès, quel est le sens politique et militaire de l'envoi potentiel de ce 4e porte-avions ? Que les Américains n'en ont pas fini quand même avec ce dossier iranien, parce que ça veut dire que, vous disiez, il faut 3-4 semaines pour que ce porte-avions, si vraiment c'est le Moyen-Orient, son objectif, arrive sur la zone. Donc ça veut dire qu'on anticipe une guerre qui
qui va certainement durer. Et en plus, c'est le message qu'on cherche à adresser. C'est-à-dire que vraiment, ça veut dire que le blocus américain, ce contre-blocus, peut tenir encore pendant des semaines et des semaines, et que si rien ne se débloque, si les négociations n'avancent pas, alors les Américains gardent toutes les options sur la table pour pouvoir recommencer une campagne de frappe. Donc c'est à la fois une préparation militaire, mais un message très politique. Si ce porte-avions est déployé, ça ferait 4 porte-avions sur 11. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Maher Manchipour, cet envoi potentiel d'un 4e porte-avions, il intervient dans un contexte très précis où Donald Trump fait ce constat. Ils ne comprennent que les bombes en parlant des dirigeants iraniens. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il est prêt à repartir en guerre? Et surtout, en tant que voix iranienne sur ce plateau, est-ce que vous le souhaitez? Je suis pas dans sa tête, je n'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste, je n'en sais rien. Et je l'ai souvent dit, merci de nous donner la parole, les quelques Iraniens de France... Mais on ne peut pas parler à leur place. Tout ce qu'on sait, c'est que la majorité, pas la totalité, on a vu les images de propagande, la majorité des Iraniens est contre le fait que ce régime théocratique reste en place. La majorité des Iraniens qui manquent à cause des dépenses faites pour leur Gaza, au Liban, je le prononce en iranien, les dépenses faites à cause des sanctions américaines. Moi, je connais des gens dont la maman, je veux pas dire qui, j'ai une amie dont la maman est décédée pendant le Covid, juste par manque de médicaments, qui sont les conséquences des sanctions américaines. Pourquoi? Pour une politique atomique. Alors, ce régime-là, effectivement, ne comprendra que les bombes, et l'ensemble, la majorité des Iraniens veut l'avoir chuté. Imaginons que les États-Unis, je ne vois pas Israël se retire, ils diront tout ça pour ça. Toute cette destruction, juste pour... Parce qu'en fait, la République islamique n'a pas besoin de missiles pour tuer sa propre population. L'artillerie est suffisante. Ils ont bien, vous parliez de 40 000. Évidemment, c'est 10 000, voire 40 000 en 2 jours. Ils le recommenceront parce que ils ne sont pas iraniens. Nous sommes sous occupation. Rappelez-vous le débarquement de 44, je le rappelle souvent. Sans le débarquement de 44-45 et sans les bombardements des Alliés, rien ne se serait passé. Nous serions probablement encore avec un bloc de l'Est sous le régime communiste, un bloc de l'Ouest nazi. Donc vous souhaitez que Donald Trump aille jusqu'au bout pour faire tomber le régime. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, l'a redit de nouveau sur Fox News il y a quelques heures. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre le risque de tuer des Iraniens dans cette campagne de bombardement? Encore une fois, nous sommes en sécurité ici. Je ne me permettrai pas de parler à leur place. C'est grâce à vous, à vos collègues. On a des entretiens, on a des interviews des Iraniens qui disent venez nous libérer. Il faut les entendre. Ils sont sous occupation. Bon, peu de gens le comprennent. Les Iraniens sont sous occupation depuis 1979. Une petite minorité qui est croyante pour certains et qui utilise la religion pour régner est en train de piller ce pays et de tuer ses propres enfants. Quand vous avez j'aime bien toucher les gens, quand vous avez votre fille, votre sœur, votre nièce qui se fait battre, qui se fait parfois violer en détention, juste parce qu'elle a voulu vivre librement. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils partent? Il faut les entendre. La guerre, elle a déjà coûté 30 milliards à Donald Trump. Et il y a un risque d'épuisement des stocks d'armes essentiels. Est-ce que Donald Trump, prêt à repartir en guerre, a les moyens de se retrouver de nouveau dans un face-à-face armé? Alors d'abord, la guerre, elle n'a pas cessé. Vraiment. Ce qui a cessé sont les bombardements. Mais la pression continue. La détermination et l'arrivée du hike en est un nouveau signe. Et là, donc Trump, justement, mise sur cette politique de pression maximum. Alors, effectivement, au niveau des munitions, il y a eu énormément de munitions qui ont été consommées. Il y a eu, par exemple, 1100 Tomahawk, c'est-à-dire quasiment un tiers des stocks, je crois, qui a été consommé. C'est 5 fois la production d'une année. Donc il y a évidemment un problème, encore plus pour les patriotes, les missiles antimissiles. Donc ces problèmes sont réels. En même temps, il y a une grande capacité d'adaptation de l'industrie américaine de défense. Et donc les stocks vont être remplis. Et surtout,
La différence, c'est que pour le moment, Economic Fury, donc qui a, comme vous l'avez souligné, pris la place de Fury Epic, ça marche. C'est-à-dire, l'Iran est réellement pris à la gorge, avec effectivement, là aussi, des conséquences terribles pour une population qui est prise en otage. Parce que là, tous les témoignages concordent. C'est-à-dire, c'est une inflation à plus de 100%, c'est des gens qui n'arrivent pas à manger tous les jours, c'est des gens qui, depuis des mois, désormais, ne mangent plus de viande. C'est une population qui est littéralement aux abois. Donc, voilà, la guerre, elle continue par d'autres moyens. On n'a pas nécessairement besoin de bombarder, même si c'est important pour crédibiliser la menace, de s'en donner les moyens. Magali, avant qu'on parte en Iran retrouver Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI à Téhéran, est-ce que Donald Trump, s'il repart en guerre, le fera à contre-cœur? Parce qu'il a étudié toutes les autres options pour éviter d'en arriver là. Oui, c'est qu'il y sera contraint parce que la négociation n'aura pas donné finalement les résultats, que le contre-blocus n'aura pas suffi à faire tanguer le régime et à lui imposer un certain nombre de concessions à la table des négociations. Je pense vraiment que le scénario privilégié par l'administration Trump, surtout après avoir vu les résultats de ces semaines de bombardement et un régime qui est toujours en place, le scénario privilégié, c'est la négociation aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a bien vu que il y a eu un nouveau rendez-vous raté ce week-end à Islamabad, au Pakistan, où finalement le ministre des Affaires étrangères iranien est reparti et Donald Trump a même décidé de ne pas envoyer son équipe sur place. Donc il y a vraiment un ton qui est très dur du côté du régime iranien qui, pour le moment, ne fait pas de concessions. Et Donald Trump ne peut pas se retirer comme ça de ce conflit. Il a besoin, lui aussi, d'obtenir un certain nombre de résultats, notamment sur la question du nucléaire. Donc, si vraiment il voit que ce contre-blocus ne fonctionne pas, s'il n'y a aucune marge de négociation, alors peut-être, oui, contraint et forcé, peut-être y retournera-t-il. Mais pour quel résultat, sur quelle cible? Il ne peut pas se permettre non plus de refaire exactement le même scénario des 6 premières semaines de la guerre. Il faut dire que les figures du régime tiennent un discours plus qu'offensif. Écoutez. Les négociations sont inutiles. Personne ne devrait être autorisé à tenir des négociations maintenant. Nous devons humilier l'Amérique. Le peuple iranien marche vers l'Amérique pour l'écraser sous ses pieds. Pendant ce cessez-le-feu, nous reconstituons nos arsenaux plus efficacement qu'eux. Partons en Iran retrouver Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI à Téhéran. Bonsoir Siavosh. Est-ce que le régime iranien considère qu'il est en position de force ce soir face à Trump, qui assure, lui, que l'Iran est en train de s'effondrer? Écoutez, c'est pas la première fois que Donald Trump fait de telles déclarations. Par exemple, lorsqu'il a dit que l'Iran perdait chaque jour 500 millions de dollars avec le blocus imposé contre les ports iraniens. Le pouvoir iranien se sent en position de force, en fait, parce que d'une part, il y a le contrôle du détroit d'Ormuz, l'Iran qui prend à la gorge l'économie internationale. La vie a repris son cours normal depuis maintenant une vingtaine de jours. Dans Téhéran, il y a, comme vous pouvez le voir derrière moi, les traditionnels embouteillages qu'on a l'habitude de voir dans Téhéran. Et donc les cafés sont pleins, et les restaurants sont pleins, les magasins ont réouvert. Et l'Iran estime qu'il a gagné la guerre et que c'est l'Iran qui va imposer ses conditions aux Américains qui n'ont plus la possibilité de mener de nouvelles frappes contre l'Iran pour la simple raison que des cibles ont été très clairement établies. Si jamais il y a de nouvelles frappes américaines, non seulement le détroit d'Ormuz sera fermé, en plus l'Iran a la capacité de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Ça fera une pression supplémentaire encore sur l'économie mondiale, et puis toutes les installations pétrolières, gazières, pétrochimiques des monarchies arabes du Golfe Persique seront visées dès le premier jour de la guerre, ont averti les gardiens de la révolution. Pas question de céder aux pressions américaines. Et il faut savoir qu'en ce qui concerne les exportations pétrolières de l'Iran, est le seul pays de la région pour l'instant à pouvoir exporter son pétrole à travers le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui même,
deux pétroliers, un pétrolier japonais avec du pétrole iranien et un pétrolier chinois ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz. C'est une manière pour Téhéran de montrer que c'est l'Iran qui a le contrôle de ce détroit et il n'est pas question de céder aux pressions américaines. L'Iran ne veut pas céder aux pressions américaines. Merci Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI en direct ce soir des Téhéran. On voit bien toutes les menaces que fait peser le régime iranien sur les États-Unis et puis sur le Moyen-Orient. Est-ce que face à un régime inflexible, Donald Trump n'a pas d'autre choix que de revenir sur le terrain militaire ? C'est une option, bien évidemment, et on voit bien que la menace américaine est une menace principalement militaire. Mais encore une fois, je pense que la solution molle, qui est en fait de voir un peu l'évolution globale, si vous voulez, encore une fois, de la possibilité des Iraniens de stocker ou pas du pétrole, etc. Elle mérite d'être travaillée. Et je pense encore une fois que les Américains vont attendre un petit peu avant de rebombarder. Ceci étant dit, je suis pas sûr que les Iraniens soient très très à l'aise. Encore, il faut relativiser. Là, un exemple, votre correspondant en Iran, il dit très clairement que l'Iran arrive à exporter. 30 bateaux sont passés depuis 2 mois. Ils passaient avant la guerre 70 bateaux par jour. On voit bien le ratio. De quoi on parle ? C'est quelques bateaux. Voilà, c'est de quoi on parle. Ça fait en 60, ça fait un demi-bateau par jour. Donc restons raisonnables. Encore une fois, je pense que c'est pas du tout le sujet. Je pense, encore une fois, il y a une production de 4,5 millions de barils par jour en Iran. Il y a une production mondiale qui est très importante. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, les Américains 20 millions de barils, l'Arabie Saoudite 10 millions de barils, la Russie 10 millions de barils, le Canada 5 millions de barils, la Chine 5 millions de barils, l'Iran 4,5 millions de barils et les Émirats 4,5 millions de barils. Donc encore une fois, dans ce jeu planétaire, encore une fois, alors les producteurs ont intérêt à avoir un prix assez important. Oui. C'est pour ça que le $100 ne dérange pas tout le monde. Mais très concrètement, encore une fois, la voie de l'Iran n'est pas une voie prédéterminante. Et on voit bien que le marché va s'adapter à tout ça. Et les Iraniens ont intérêt à faire attention. Ils vont surstocker, ils vendront pas, et le marché va se débrouiller sans eux, à très court ou moyen terme en tout cas. Rapidement, Marc, j'ai des images inédites à vous montrer, fournies par l'armée de l'air française. Le régime n'est pas inflexible. Il affiche son inflexibilité, ce qui est différent. C'est-à-dire le régime a finalement moins de cartes en main qu'on ne le pense. Là, le colonel l'a très bien expliqué. Et l'Iran est quand même vraiment pris à la gorge, pris à son propre piège, parce qu'effectivement, le blocage d'Ormuz, qui était apparemment quelque chose qui allait changer la donne, a été bloqué par le contre-blocus, et désormais, ils sont dans le piège. C'est dans ce contexte que la France participe à des missions de sécurisation du ciel au Moyen-Orient. Vous allez découvrir des images inédites grâce à notre équipe TF1 LCI, Jeanne Cancard, David Pires et Florian Legoïc. Regardez, à bord d'un Rafale, un lieutenant, c'est le lieutenant Enzo, 26 ans, qui pilote ce Rafale. Il nous embarque, lui qui a été en mission au Moyen-Orient pendant plusieurs semaines. Son périmètre d'intervention, sa base de départ sont évidemment secrètes, mais sa mission est claire, défendre les pays partenaires de la France, comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis, en interceptant des drones, les drones que vous voyez à l'image. Ce pilote nous parle de son engagement et commente une opération de neutralisation de drones ennemis. C'est surtout beaucoup de concentration, parce que comme je dis, il y a beaucoup de choses à piloter. L'avion, le radar, la caméra en même temps, lever toutes les sécurités pour pouvoir tirer, déclencher l'action de feu, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va dégager franchement pour éviter les débris du drone. On va prendre beaucoup de facteurs de charge, plus le rythme cardiaque qui s'est un peu accéléré. C'est le plus intense. Il faut vite se remettre dans la mission, parce que c'est pas parce qu'on a détruit un drone qu'il n'y en a pas deux derrière, donc potentiellement il y a une vague de drones qui arrive, donc la mission n'est pas finie. Il y a quand même la fierté du travail accompli, puisqu'on sait qu'on a potentiellement sauvé des dizaines de vies en détruisant un drone qui aurait pu s'abattre sur un bâtiment. Ce sont des images inédites, grâce à l'armée de l'air et grâce à nos équipes TF1 LCI, qui montrent l'engagement de la France, Magali. Oui, qui montre que la France, en effet, conformément aux accords de défense signés avec plusieurs pays du Golfe, s'est effectivement engagée militairement en envoyant ses pilotes et ses Rafales pour protéger ces pays du Golfe qui étaient sous le feu des drones et des missiles iraniens. Ça montre la fiabilité aussi de la France. Vous savez que Emmanuel Macron en ce moment parle beaucoup justement de cette fiabilité française par rapport à d'autres pays
évidemment de l'autre côté de l'Atlantique qui sont beaucoup moins fiables. Et c'est une façon vraiment de montrer que la France tient ses engagements et que ses Rafales aussi, parce que tout ça aussi est une vitrine pour l'armement français, que ces Rafales sont extrêmement efficaces quand il s'agit de protéger le ciel des États arabes. Bayard Monchipour. Vous voyez, à chaque fois qu'on voit la puissance, que ce soit par de simples drones, les missiles balistiques, le programme nucléaire de la République islamique, ça nous fait mal au cœur, nous les Iraniens. Depuis la fin de la guerre Iran-Irak, fin de la décennie 80, depuis 1990, au lieu de dépenser cet argent-là dans le Hezbollah, le Hamas et l'armement, ils auraient dû construire des écoles, des universités, s'occuper des anciens quand ils sont retraités, ils n'ont même pas de quoi vivre. Vous voyez pourquoi nous sommes contre la République islamique? Ils ne font que vouloir prendre position politiquement, religieusement dans la région, et ils dépensent notre argent. Je l'avais déjà dit, les Iraniens, quand ils vont dans les manifestations, ils disent ni Gazé, ni Lebanon, Iran, ma vie n'est ni pour le Liban, ni pour le Gazé, que l'Iran. Vous voyez? Des manifestations qui sont faites au péril évidemment de leur vie, des dizaines de milliers de morts faits par le régime. Quand vous voyez ces images d'engagement de la France aux côtés des pays partenaires de la France comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis, est-ce que vous souhaiteriez que la France s'engage plus profondément pour défendre et soutenir la population iranienne? On entend des voix en France, au sein de la classe politique, on entend aussi certains militaires qui disent « il faudrait que la France s'engage ». Malheureusement, je ne peux pas commenter la politique. Vous savez, je suis fonctionnaire. Je dirais juste, je ne pense pas qu'on soit de nature, excusez-moi, très courageuse, la France, qu'elle soit très courageuse pour les autres, et de nature belliqueuse. Je pense qu'on protège les intérêts des alliés, de nos alliés, c'est déjà suffisant. C'est politiquement que la France devrait être plus courageuse, politiquement. Colonel Pierre de Jong. Je le rejoins notre camarade à 100%. Je ne suis pas surprise. Je suis un ex-fonctionnaire, donc je dirais qu'on peut faire davantage et qu'on pourrait le faire. Le problème, c'est qu'on s'est engagé sur un modèle défensif et c'est extrêmement compliqué de changer de portage. C'est comme si vous faisiez de la marche arrière, d'un coup vous faisiez de la marche avant. Ça se fait pas en 30 secondes. Maintenant, ce document que vous avez montré est très intéressant à 3 niveaux. Premier niveau, c'est du bon marketing, comme le dit Magali. On vend de l'avion, c'est le meilleur avion au monde, très concrètement. On vend de l'avion, c'est du bon marketing. Et ça, on le monte devant le monde entier, ça c'est très intéressant. Deuxième message politique, puisqu'en fait on est en appui, en soutien, comme le disait Magali, de nos alliés du Moyen-Orient. Ils sont 3. Il y a le Qatar, les Émirats et le Koweït. C'est très intéressant. On dit voilà, la signature de la France, c'est vrai, on n'est pas très allant pour aider avec les Américains, mais on est quand même extrêmement présent pour aider nos alliés. Il faut savoir que j'ai fait un calcul, on a consommé, alors ça je suis pas sûr que le chiffre soit juste. J'ai demandé au ministère de la Défense, on me l'a pas donné. En gros 800 missiles. Le missile, ça vaut en gros 800 000 €. Faites le total de ce que ça a coûté. Donc, si vous voulez, c'est un engagement financier qui est extrêmement important. Et troisième argument, c'est l'argument technique. C'est moins probant, parce que vous savez que l'avion est beaucoup trop rapide par rapport au drone, qui est extrêmement lent, 200 km/h, et là vous avez un engin qui arrive même à 700 ou 800 km/h. Donc avant qu'il l'identifie, il faut qu'il puisse le voir, souvent c'est en plastique, que sais-je, etc. Il faut qu'il puisse le voir, il est trop rapide en fait par rapport au drone. Deuxième point, il tire avec quoi? À un moment donné, il a tiré qu'un missile. Le missile, le Mika dont je parlais tout à l'heure, il vaut 600 000 € celui-là. 600 000 € pour taper sur un truc qui vaut 30 000, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir des petits missiles, en tout cas un canon de 30. Donc il a un canon de 30, il peut tirer au canon de 30. Tout ça, cette formidable séquence que vous avez montrée, elle est très intéressante. Et enfin, c'est toujours satisfaisant pour un officier que j'ai été, de voir un bel officier. Il a 26 ans, c'est l'âge de mes enfants. Je me dis, c'est dingue, ces garçons. Ouais. Et puis, il y a des trucs incroyables. Ouais. Au combat, c'est magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Cet engagement qu'il y a. Et encore une fois, je reviens sur la cérémonie qui a eu lieu à l'Assemblée nationale cet après-midi, avec la minute de silence. C'est des moments extrêmement importants. Nos soldats sont là, malgré le fait qu'on n'est pas tout à fait là, mais on est quand même là. Marc Semo. Faire plus, oui, ça serait nécessaire, mais c'est compliqué. Dans quel cadre? Les Américains ont lancé cette guerre. D'une alliance avec les Américains. Oui, enfin, ils nous ont averti, consulté sur rien, mis devant le fait accompli, une guerre qui, à bien des égards, est légitime, mais illégale au regard du droit international. C'est compliqué.
en même temps la France a pris l'initiative, avec le Royaume-Uni d'ailleurs, de créer cette coalition de volontaires pour assurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz à terme. Alors, le problème, c'est qu'elle n'entre en fonction qu'après la bataille, ce qui est effectivement un problème majeur. Mais en même temps, toute seule, la France ne peut pas faire grand-chose, donc il s'agit d'arriver à faire bouger des choses ensemble et surtout avoir un cadre. Et malheureusement, jusqu'ici, on voit de nouveau que le système de l'ONU, le système de sécurité de l'ONU est bloqué, Conseil de sécurité. La résolution que poussaient d'ailleurs, je crois, c'était les Émirats arabes unis, pour justement avoir un cadre pour assurer la libération de navigation dans le détroit d'Ormuz, a été bloquée par la Russie et la Chine. Les alliés, justement, qui sont régulièrement pris à partie par Donald Trump et son administration, ses conseillers, sur l'importance de la guerre menée à l'Iran. La question du nucléaire, on disait Magali, elle est centrale, et c'est ce qu'a bien voulu faire comprendre Marco Rubio, secrétaire d'État américain, lors d'une interview donnée à nos confrères de Fox News. Écoutons. Si l'Iran n'était qu'un pays radical dirigé par des radicaux, cela resterait un problème. Mais ils sont révolutionnaires par essence. Ils cherchent à étendre et à exporter leur révolution. Et pas seulement ce qu'ils font en Iran. C'est pourquoi ils sont alliés au Hezbollah au Liban, au Hamas, aux milices en Irak. Ils ne cherchent pas seulement à dominer l'Iran, mais toute la région. Imaginez cela avec l'arme nucléaire. Les Iraniens refusent de céder sur le nucléaire. Quelles options restent au président américain pour récupérer les 440 kilos d'uranium enfoui dans un site secret ? Il y a plusieurs options. Déjà, il y a une option russe. Même si pour le moment ça a l'air très non, mais parce qu'à une époque on avait lors du premier accord on s'était mis d'accord sur le fait que les Russes récupéreraient une partie de l'uranium, le traiteraient, le dilueraient, etc. Bon, dans le climat actuel, ça me paraît assez peu vraisemblable vu le degré de confiance qu'on peut avoir dans la Russie, qui reste le grand partenaire stratégique de l'Iran. Mais les Iraniens ont malgré tout raison à propos du nucléaire sur un point, en disant on va différencier les deux négociations. Alors à la fois, il y a un risque énorme que de nouveau ils gagnent du temps, les choses s'enlisent, etc. Mais en même temps, quand on voit le temps qu'il a fallu pour arriver à l'accord nucléaire de Vienne, de JCPOA de juillet 2015, il est évident que s'il s'agit de négocier l'accord sur le nucléaire, qui est extrêmement technique, extrêmement complexe, etc., c'est quand même, ça prendra énormément de temps. Par ailleurs, ça serait bien aussi d'y associer les Européens, qui ont été notamment la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ensuite, qui ont été les plus engagés dans toutes les négociations sur le nucléaire iranien depuis 2003. Mais voilà, on est dans cette situation extrêmement confuse. Et en même temps, c'est vrai que ça reste le problème central. Et là-dessus, la métaphore de Marco Rubio est très efficace. Qu'est-ce que serait effectivement, quand on voit ce qu'ils font du détroit d'Ormuz, qu'est-ce que serait la situation si l'Iran pouvait avoir les moyens, ne serait-ce que d'être un pays vraiment du seuil? Colonel Pierre de Jong, est-ce qu'une intervention américaine au sol pour récupérer le stock d'uranium enrichi est réaliste? On se souvient que par le passé, les Américains ont déjà mené des opérations d'extraction. En 1994, les États-Unis ont mené une opération secrète durant plusieurs semaines au Kazakhstan pour y récupérer, regardez ces images d'archives, 600 kg d'uranium enrichi laissés à l'abandon à la chute de l'URSS. C'était le projet Saphir. L'opération aura mobilisé sur le terrain une trentaine d'Américains avec une mission, ramener aux États-Unis ces 600 kilos d'uranium enrichi et éviter que ce stock ne tombe entre de mauvaises mains, un stock qui était suffisant pour fabriquer des bombes. Est-ce que cette opération pourrait inspirer une autre intervention en Iran cette fois? Encore une fois, il y a deux volets. Il y a le volet technique que vous venez d'aborder, qui effectivement, dès lors que on sait où c'est, ils ont les techniciens pour ça, il faut les véhicules pour ça, il faut les avions pour ça, les hélicoptères pour ça, il n'y a pas de problème. Le problème, il faut les chercher. Et là, à l'heure où on parle, il n'y a aucune chance que les Iraniens, c'est leur carte de survie, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont jamais lâcher. Et maintenant, faire une opération surprise en disant, je pense que c'est là, éventuellement, oubliez. Pourquoi? Rappelez-vous, les Américains ont eu un instant décisif. C'est quand le pilote américain était coincé dans des cailloux et que tous les États-Unis, enfin la moitié de l'armée américaine le cherchait et ils l'ont trouvé. Je peux dire qu'ils sont pas, le boulet n'est pas passé loin, comme on dit. Oui. Donc ils l'ont bien senti et je pense qu'ils vont pas rejouer la séquence. Donc en fait, c'est la négociation qui amènera, si vous voulez, le fait que les Américains ou quelqu'un d'autre, les Russes, c'est une option, récupèrent. Il y a que la négociation, il y aura pas une action militaire. Ça me paraît absurde, vraiment. Là, pour le coup,
Mais ça fait monter la pression, ça fait partie des options. Les Kazakhs étaient d'accord. Voilà. Quand on avait fait l'opération à l'époque. Et les Russes, encore plus. Donc, ça fait toute la différence. C'était purement technique. Non, mais en plus, il faudrait vraiment être certain de l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que, vous savez, l'AIEA parle de partage en 2 stocks différents. Tout ça, potentiellement, est sous des installations qui ont été écrasées par les bombardements. Donc, c'est très compliqué. L'option a été proposée à un moment à Donald Trump, c'est ce que racontait la presse américaine il y a quelques semaines. Mais en fait, ça voulait dire, en effet, un déploiement de centaines d'hommes, la construction même d'une piste d'atterrissage pour y faire atterrir des avions et transporter du matériel d'excavation, parce qu'il aurait fallu creuser. Tout ça dans le contexte actuel, ça paraît déraisonnable. Et d'ailleurs, Donald Trump, pour le coup, a écarté l'option. Donc la question maintenant, c'est vraiment celle de la négociation pour récupérer ce stock, à moins qu'on en reste finalement à ce que dit Donald Trump, c'est-à-dire que tout ça, c'est devenu de la poussière de nucléaire. Je sais pas comment il a appelé ça. L'expression, oui. Voilà, parce que tout ça a été recouvert et que maintenant tous les satellites américains regardent ce qui se passe au-dessus de ces sites, notamment Ispahan, où il se dit qu'il pourrait y avoir en tous les cas une partie de ce stock d'uranium enrichi. Alors précisons qu'après le Kazakhstan, en 98, 4 ans plus tard, les Américains avaient réitéré l'opération en Géorgie, cette fois pour récupérer de nouveau de l'uranium enrichi. Donald Trump a dit il y a quelques jours devant des partisans, on va avoir besoin de plus grosses pelleteuses que vous puissiez imaginer. Voilà pour les discours face caméra, mais évidemment, on l'a compris grâce à vous que sur le terrain en Iran, la configuration serait totalement différente. Maya Mounchipour, pour le régime, le nucléaire, l'uranium enrichi, c'est son assurance vie. C'est pour ça qu'il ne veut pas céder face aux Américains. Nous pensons que le nucléaire, au contraire de ce que j'entends, c'est surtout une façon de montrer au monde musulman que nous existons et que nous sommes un jour capables de rayer Israël de la carte. Au contraire, je le pense que si Trump continue et qu'ils voudront pas lâcher, vous voulez qu'ils aillent vivre où? Tous ces mots-là, tous ces dirigeants des gardiens de la révolution. La Russie accueille beaucoup d'anciens dictateurs déchus. Ça serait compliqué, une dizaine, je veux bien. Qu'est-ce qu'ils feraient les autres? Ils lâcheraient peut-être pour survivre à la fin, mais encore une fois, ça serait un sacré possible. Voilà, on est arrivé au bout, on sait que si on continue, on va nous faire renverser. On vous laisse les 500 kilogrammes d'uranium enrichi, laissez-nous tranquilles, et les seules victimes seront toujours la population iranienne. Mais je les crois capables de lâcher ça pour survivre. Si le régime tombait, quelle figure, au pluriel, pourrait assurer une forme de transition avant que l'Iran devienne une démocratie? 2 choses. Imaginez-vous bien, encore une fois, je ne parle pas à la place des autres. J'ai grandi en France, je suis foncièrement républicain, je ne crois pas en une monarchie aujourd'hui au XXIe siècle, mais Reza Pahlavi est une figure qui rassemble. Reza Pahlavi pourrait assurer une transition, mais il faudrait qu'il soit après confronté à l'usage des urnes. Oui. Voilà. C'est ce qu'il avait dit à TF1 face à j'en suis persuadé. Mais il faut bien une fille. Je répète, son grand-père a sorti l'Iran de la féodalité du Moyen-Âge. Il y a seulement 100 ans, l'Iran était dévasté par le typhus, par le choléra, par le malaria, et ma grand-mère est allée à l'école grâce à son grand-père. Figure tutélaire, juste pour une transition. Et on est nombreux, la majorité, on est très nombreux à croire en lui, quelqu'un d'éduqué et qui porte cet héritage.